Bonjour à tous, vous m'entendez? Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui a pour thème la DSN 2021 et plus particulièrement ses évolutions. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Si vous pouviez répondre sur le chat qui est à votre droite, pour me dire si vous m'entendez pour qu'on puisse démarrer. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Le webinaire est en train de commencer. Donc, oui, vous m'entendez. Merci Christine, merci Claire-Lise, merci Aurélie. Donc, vous nous entendez, on va pouvoir commencer. Donc, je suis Rabia Ider, responsable marketing de Talentia Software, et je suis accompagnée de notre expert RH, Thierry Jourdan. Aujourd'hui, le sujet qui nous occupe, c'est la déclaration sociale nominative qui remplace et simplifie la majorité de vos déclarations en automatisant toutes les transmissions à partir des données de paye. Maintenant, vous en avez pris l'habitude. La DSN évolue et elle apporte avec elle son panel de nouveautés. Et Talentia, en tant qu'éditeur de solutions de paye, vous accompagne dans vos obligations légales et votre conformité. Talentia est membre de la SDDS et participe activement à promouvoir la dématérialisation des données sociales, ici de son système d'information, en gardant toujours en priorité absolue la simplification de la vie des entreprises en apportant un gain de temps, de productivité et de compétitivité. Ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de partager avec vous toutes ces évolutions que le législateur nous a apportées. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Thierry y répondra à la fin de ce webinaire. Vous avez aussi la possibilité de noter à la fin de ce webinaire la présentation. Vous abonner à nos chaînes pour voir aussi les différents webinaires finance et RH que l'on propose. Ce webinaire est articulé autour d'un agenda qui va vous présenter, pour commencer, donc, les évolutions, les principales évolutions sur 2021, à quoi vous devez vous attendre aussi sur les années suivantes. On va rapidement présenter Talentia pour ceux qui ne nous connaissent pas et on passera ensuite aux questions-réponses. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais passer la parole à Thierry et je vous dis encore une fois merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous aborder ce vaste sujet qui est un flux continu d'année en année, qui s'appelle la DSN, et spécifiquement, quelles sont les attentes de 2021 du gouvernement, de l'administration et de toute cette phase déclarative. Il faut que je passe les slides. Donc, quelles sont les évolutions de 2021 pour 2021? Donc, il y a, comme d'habitude, toute une liste d'évolutions. Parce que... Excuse-moi, on t'a perdu un petit peu, il va falloir que tu reprennes. D'accord. Excusez-nous. Thierry, il faut que tu reprennes dès le départ, on ne t'a pas entendu. Ok, vous m'entendez là? Ouais. Donc, quelles sont les évolutions pour 2021? Alors, du coup, je ne sais plus si on m'entend ou si on ne m'entend pas. Ne mets pas la caméra, ça passera plus facilement sûrement. Merci. D'accord. D'accord, j'enlève la caméra, très bien. Donc, excusez-nous de ces petits problèmes techniques. Donc, quelles sont les évolutions de la DSN 2021? Donc, comme chaque année, le législateur, j'allais dire, nous gâte. Donc, ce qui est logique, parce que quand est apparue la DSN, ça date maintenant un peu de 2012, de la loi Warsmann du 22 mars 2012. Il faut se rappeler que la DSN avait pour but de simplifier toute la partie déclarative. Et on allait enfin faire disparaître la fameuse DATSU, qui était une charge de travail, une charrette annuelle en fin de chaque année, parce qu'il y avait ce gros fichier à réinstaller, à faire évoluer et à déclarer en janvier. Bon, ceci étant dit, c'est pas parce que la loi a finalement digitalisé cet échange de données entre les entreprises et finalement un seul lieu de stockage de données pour alimenter tous les pôles déclaratifs, donc ça a simplifié ces flux d'échange, ça c'est certain, mais le législateur n'a jamais dit
qu'il allait arrêter de faire évoluer le contenu de la DSN. Ce qui est logique, hein, parce que la DSN est un super véhicule entre les entreprises et, on va dire, l'État. Mais la DSN est le reflet de toute l'évolution, finalement, du droit social et maintenant du droit fiscal. Donc, forcément, à chaque fois qu'il y a des évolutions de la loi, il y a son lot d'impact sur la DSN. Donc, c'est logique. Chaque année, il y aura ce genre de réunion et sur les systèmes d'information, il y aura ce genre d'évolution parce qu'il faudra faire évoluer, comme vous faites évoluer vos réglementaires de paye, il faut faire évoluer le véhicule DSN et le contenu de la DSN. Là, finalement, l'administration est toujours plus en plus gourmand de données fines, de données agrégées et de nouvelles données. Donc, c'est un peu le sujet du jour. Donc là, on va aborder un peu la problématique un peu technique, mais c'est pour vous donner, je dirais, un avant-goût de tout ce dont il va falloir faire face, vous, avec bien sûr votre éditeur de système d'information RH. Alors, premier volet, globalement, ça concerne l'URSSAF. De plus en plus, l'URSSAF va vouloir descendre sur une maille de plus en plus nominative. Alors, ça a une logique, hein, je veux dire, alors, certains diront qu'il y a une logique de contrôle de plus en plus fin. Oui, ça, sans doute. On va dire qu'il y a une logique de vouloir fiabiliser les données transmises d'une manière de plus en plus fine. L'objectif de l'URSSAF dans cette finesse nominative de données, c'est pouvoir garantir une meilleure cohérence entre les données déclarées, aussi bien en termes individuels que surtout en termes agrégés, en termes collectifs. Voilà. C'est un pour but d'avoir un meilleur contrôle, une meilleure automatisation et une meilleure cohérence entre ces deux vues agrégées et nominatives. Donc, je ne vais pas passer tout. Alors, je pourrais vous parler de termes techniques. Tout ça, ça a une influence sur les blocs, ce qu'on appelle les blocs dans la DSN. Mais bon, je préfère vous expliquer la logique de ce qui est demandé. Autre sujet, les taux de cotisation. Donc, les taux de cotisation liés au code de cotisation, que ce soit URSSAF ou MSA, donc l'URSSAF ou la Sécurité sociale agricole. Donc là, le but, c'est de s'assurer, la COS, à travers ces deux points, elle attend deux choses. C'est s'assurer d'une grande complétude de ce qu'on appelle dans les blocs DSN, le bloc de base assujettie, le composant de la base assujettie, la cotisation individuelle, et surtout avec toujours une logique d'équivalence par rapport au bloc agrégé, cotisation agrégée, et cotisation individuelle. Hop. Autre volet d'évolution, donc sur la partie sur les effectifs. C'est vrai que c'est toujours un vaste sujet, la manière dont chacun calcule ses effectifs. Donc, faut pas oublier qu'un des objectifs de la DSN aussi, c'est la normalisation. On a parlé de la simplification des échanges, mais il y a un objectif quand même, c'est la normalisation de ce qui est fait dans chaque entreprise. Peut-être qu'un jour, la DSN, ça sera, d'ailleurs on le dit de plus en plus, ça sera ce qui drivera les réglementaires de paie. Donc, petit à petit, ça impose des normes. Et là, on sait très bien qu'il y a un calcul des effectifs, et au sein des entreprises, les effectifs ne sont pas calculés de la même manière. Oui, mais l'État, il a besoin d'une seule manière de calculer les effectifs pour la déclaration. Enfin bref, pour s'assurer de ça, maintenant, le calcul des effectifs, il va être réalisé par l'URSSAF. Donc, l'entreprise n'aura plus la nécessité de déclarer les effectifs. Alors, hormis pour ceux qui ne sont pas entièrement, totalement dans le véhicule DSN ou qui sont dans le véhicule DSN depuis peu, c'est-à-dire la fonction publique et les marins. Voilà. Donc, si jamais dans votre entreprise, vous avez une mixité entre statut privé, statut public et en plus des marins, là, vous continuerez à communiquer les effectifs auprès de l'URSSAF. Par contre, si vous avez le calcul se fera par l'URSSAF sur la base des informations transmises. Voilà, parce que les règles de déclaration des effectifs, c'est là où on voit qu'il y a un impact entre les lois du Code du travail, les lois qui impactent le droit social et la DSN. Il faut savoir que cette nouvelle manière de compter les effectifs, elle est induite par la loi Pacte, qui a imposé, modifié des modalités de décompte de seuil à partir de quand un individu est compté ou pas dans les effectifs.
Donc ça, c'est toute cette mécanique d'effectifs. Et il y a aussi dans les effectifs tout l'impact sur les déclarations handicapées. Donc, à compter de 2021, dans le cadre du transfert de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, donc déclaration qui devra se faire auprès de l'URSSAF, d'ailleurs à travers maintenant la DSN, eh ben, il va y avoir 3 nouveaux effectifs. Alors, excusez-moi de parler jargon, mais c'est comme ça. Hein. Il y a l'EMA OETH qui correspond à l'EMA de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, voilà. Il y a l'EMA BOETH qui correspond à l'EMA des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et la dernière manière de ça sera l'EMA ECAP qui correspond à l'EMA des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Donc, la gestion de ces effectifs, c'est une volonté, hein, il y aura une incidence directe sur le niveau, le suivi du niveau de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et donc le montant de la contribution et le calcul des plafonds de déduction. Donc, tout ça n'est pas inoffensif. Hein. Autre chose, il y a une modification sur les CRM. Alors, les CRM, c'est compte rendu métier. Hein. Sur les CRM, de tout ce qui est accident de travail, maternité et paternité. Voilà. Donc, il y a un nouveau CRM qui permettra de communiquer les évolutions des taux d'accident de travail. Hein. Non, c'est pas maternité et paternité, je suis bête, maladie professionnelle, excusez-moi. Donc, comme effectivement les taux d'accident de travail peuvent évoluer en fonction de ce qui arrive dans vos entreprises, donc il y a des nouveaux CRM qui s'adaptent pour amener plus de fluidité dans cette prise en compte et qui permettra ou pas d'ailleurs, de faire un effet rétroactif si jamais le taux est envoyé trop tard. Au dernier point pas dernier point, hein, c'est un troisième point de ce slide, des modifications sur tout ce qui est le temps partiel thérapeutique. Grosso modo, ça va être un peu plus détaillé qu'avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une démultiplication du temps partiel thérapeutique par nature de risque. Donc, la maladie, l'accident du travail, l'accident de trajet, la maladie professionnelle. Alors, à noter que les informations de subrogation liées à la déclaration temps partiel thérapeutique seront présentées aux normes 2021. Enfin, sont présentes aux normes 2021. Et elles peuvent être déclarées, mais ne sont pas traitées par la CNAM. Donc, c'est un début. Là, les travaux vont continuer en 2022. Et c'est bien l'État, de temps en temps, l'eau, ses travaux. Lotis ses travaux. Si on continue, d'ailleurs, on a un peu évoqué la déclaration handicapée dans le cadre de comment on calculait les effectifs de cette catégorie, mais surtout l'un des évolutions, c'est que maintenant le transfert, la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, donc la DOTH, globalement, va passer par le véhicule DSN. Donc, il y a la loi qui a entamé ça. Donc, maintenant, avant, c'était l'une des déclarations qui continuait à passer à côté. Maintenant, ça rentre dans le véhicule DSN. Donc, la loi qui existait avant disait qu'à compter du 1er janvier 2020, donc cette année, le dépôt de l'obligation de déclaration d'emploi, la DOTH, concernait le réseau URSSAF et MSA. Et à partir de 2021, et ça va plus loin parce qu'il y a tout le recouvrement de la contribution qui passe par ce biais. Alors après, bien sûr, tout ça amène des modifications sur les blocs, sur les blocs, comme on appelle ça dans la DSN, et tout ça a été pris en compte. Alors, il y a également des évolutions pour les besoins de la GFIP. Hein. Pour la GFIP, il y a des évolutions qui permettront d'assurer ses missions à partir du 1er janvier 2021. Suite d'ailleurs au transfert de la déclaration d'obligation handicapée vers la COS et MSA. Donc forcément, comme ça change un peu la donne au niveau de l'État, c'est pas juste des transferts d'informations, mais il y a des transferts de destinataires. Alors, il y a également des incidences sur la partie fiscale, puisque maintenant le véhicule DSN, c'est pas que du social, hein, c'est également du fiscal, depuis le prélèvement à la source. Donc, il y a la DGFIP qui amène son lot, on va dire, de modifications. Donc,
dont il faut prendre en compte. La première, c'est la modification de la définition du net fiscal, du montant net versé. Alors, le net fiscal est modifié en intégrant le montant des heures supplémentaires exonérées. Voilà, il y avait un manque là-dessus. Donc, la définition du net fiscal, aujourd'hui, est modifiée en intégrant le montant des heures supplémentaires exonérées dès le premier euro dans la rémunération nette fiscale. Alors, cette modification, elle est due à un souhait de la DSS d'homogénéiser les modalités de gestion en cas d'exonération. Voilà. Toujours la même volonté. Hein. Plus ce qui se passe, plus la volonté, c'est que tout passe par la DSN et il y a de moins en moins de choses complémentaires à déclarer au niveau de ces impôts. Donc, la définition du montant net versé est modifiée. Le montant de rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, fiscalement exonérées ou pas, devant intégrer la rémunération nette fiscale, impacte de fait le montant net versé. Donc, en norme 2021, donc la rémunération nette fiscale correspondra au montant imposable en l'absence de tout abattement ou de toute exonération. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la déclaration du montant brut des heures supplémentaires et complémentaires exonérées, il y a une évolution dans la déclaration du montant brut des heures supplémentaires et complémentaires exonérées. Donc, le montant brut, donc ce montant brut est déclaré via l'ajout d'un code dans le bloc rémunération. Donc, ces modifications, elles ont également pour objectif, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, de faciliter pour le salarié la compréhension de sa déclaration pré-remplie. C'est vrai que, bon, maintenant, c'est super, nos déclarations d'impôts sont pré-remplies, mais c'est vrai que des fois, quand on veut la contrôler, on ne comprend pas tout. Donc, plus il y aura de détails directement alimentés, plus pour le citoyen, on va dire ça comme ça sera simple à vérifier. Donc, ça veut dire que les heures supplémentaires exonérées rentrent dans le revenu fiscal de référence. Hein, il faut savoir qu'actuellement, sur sa déclaration pré-remplie, le salarié doit renseigner à la main ce revenu fiscal de référence, car la DGFiP n'a pas utilisé le fichier des heures supplémentaires. Donc, ça veut dire que si vous avez des heures supplémentaires exonérées, jusqu'à maintenant, il y avait un risque que ça passe à l'as. Aujourd'hui, c'est automatiquement, demain, ce sera automatiquement intégré. Donc, il faut noter que ces heures supplémentaires et complémentaires exonérées doivent être affichées sur le bulletin de paye, idéalement mois par mois, et ou de manière cumulée, afin que le salarié puisse quand même contrôler aisément s'il a sur son bulletin, ce qu'il aura sur sa déclaration. Là, c'est pas tout à fait la DSN, mais bon, c'est le lien qu'il y a entre souvent paye et DSN. Autre point, donc à noter qu'un rattrapage d'un montant des heures supplémentaires exonérées effectué sur l'année 2020 est demandé par la DGFiP. Oui, parce que la DGFiP subodore que globalement, il y a peut-être eu 2-3 ratés là-dessus. Donc, comme il faut bien rembourser la dette, si j'ose dire, ils veulent qu'un rattrapage soit fait. Il y aura également la suppression de la tolérance sur la gestion des abattements des contrats courts. Voilà. Donc, la suppression, cette tolérance, elle existait en 2019 et 2020, notamment sur la gestion des abattements d'assiettes sur les CDD, n'excédant pas 2 mois, ou dont le terme est imprécis. Donc, en cas de versement distinct au cours d'un même mois, aujourd'hui, un seul calcul d'abattement doit être opéré s'il y a un bulletin de paie. Donc, il y avait un peu une tolérance, les calculs étaient sans doute un peu compliqués, il fallait apprendre un truc, maintenant il n'y a plus de tolérance. Autre chose, création d'un nouveau type de régularisation, qui s'appelle rectification de la rémunération nette fiscale sans prélèvement à la source. Il y a également une évolution des CRM, donc contrôle du métier nominatif, destiné à la DGFiP, notamment sur les taux futurs. L'idée, c'est de permettre une application au plus juste des taux transmis par la DGFiP et dans une temporalité homogène pour un maximum d'employeurs. Donc, les CRM nominatifs peuvent porter un taux futur, en plus du taux courant, accompagné d'une date de début de validité. Voilà. C'est pour souvent rapprocher, quand il y a des évolutions de taux, globalement, qu'on puisse les appliquer le plus tôt possible, voilà, pour le bienfait de la trésorerie de l'État. À noter qu'il n'y a pas de modification pour le retenu à la source des non-résidents. Bon, la convergence de la RASS des non-résidents vers le PASS est actuellement prévue pour 2023. Donc, on a encore un peu de temps là-dessus. Dernier impact, tout ce qui est lié au versement de la participation à intéressement. Enfin, dernière évolution, pardon, tout ce qui est lié au versement de la participation à intéressement.
Donc, dans le cas d'un versement effectué au titre de la participation-intéressement, effectué par un établissement prestataire, donc, une tolérance pour 2019 et 2020 permettait aux établissements prestataires de ne pas collecter la part de passe liée à ces sommes. Donc, bon, on suppose que c'était rattrapé dans la déclaration de revenus. En 2021, cette tolérance n'est pas reconduite. Donc, les sommes débloquées sur demande du salarié sont imposables et donc devront donc entrer dans le champ du pass, du prélèvement à la source. La déclaration du volet social, donc CSG, CRDS et forfait social, lié à ces sommes, est à charge de l'employeur et le volet fiscal bascule donc à charge des établissements prestataires. Alors, attention, le montant de la RNF, c'est-à-dire la rémunération nette fiscale, ne doit pas tenir compte des sommes participation-intéressement. Il ne faut quand même pas mélanger les trucs. Donc, l'établissement prestataire prélève le pass sur la participation-intéressement, déclare via le passereau la part de RNF relative à la participation-intéressement. De cette manière, la DGFiP pourra reconstituer la RNF totale du salarié. Donc voilà, donc, ils automatisent tout ça et ils essayent de mettre les œufs devant les paniers de chacun. Autre sujet, parce que si j'ose dire, c'est des fois un puissant fond. Tout ce qui est, il y a eu une réforme des assurances chômage, hein, donc c'est là où on voit le lien entre le droit social, la paye et la DSN, et notamment tout ce qui est lié au bonus-malus instauré par cette réforme de l'assurance chômage. Donc l'instauration du bonus-malus, c'était l'une des 12 mesures de la réforme de l'assurance chômage. Et bon, on a compris la logique, hein, elle vise à lutter contre la précarité et l'enchaînement des contrats courts. Enfin, c'est la volonté, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la volonté, entre guillemets, de l'État, la volonté politique. Donc, à partir de 2021, il y a une mise en œuvre d'un taux de contribution de l'assurance chômage modulé en fonction du taux de séparation de l'employeur. J'appelle ça comme ça. Et le taux de séparation de l'employeur, c'est un rapport entre l'effectif de l'entreprise et le nombre d'inscriptions à Pôle emploi des salariés ayant travaillé pour l'entreprise. Et alors, je vous rassure ou je vous rassure pas, je ne sais pas, en tout cas, ça ne concerne que 7 secteurs d'activité, hein, ça ne concerne pas tous les secteurs d'activité des entreprises. Hein. Ceci étant dit, la première modulation des contributions au titre du bonus-malus va s'appliquer, alors pas au 1er janvier, mais au 1er mars 2021. Et donc, elle sera calculée à partir des fins de contrat de travail ou de mission, d'intérim, constatées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Donc, attention, il y a un effet rétro. L'impact, donc c'est la mise à disposition d'un nouveau CRM, vous savez, le contrat du métier, hein, qui est souvent le véhicule d'échange entre l'État et l'entreprise, qui est donc un vecteur de diffusion utilisé pour le partage des taux modulés calculés dans le cadre du dispositif bonus-malus. Voilà. Donc, en fonction de ce qui sera constaté donc, sur ce bonus-malus, il y aura un CRM qui sera envoyé avec vos nouveaux taux d'application. Donc, petite précision, ça c'est le décret du 29 juillet 2020, ne prévoit aucune disposition relative au bonus-malus. Donc, il y a un peu une zone de flou. Donc, on estime que ce dispositif devrait donc entrer en vigueur au 1er janvier 2021, si on suit le décret du 26 juillet 2019. Mais c'est vrai qu'il y a une petite zone d'incertitude quand même. Autre sujet, la gestion des intermittents et des expatriés qui était prévu dans les évolutions de la DSN 2020 et qui a été reporté en 2021. Donc ça, c'est ce qui n'a pas été fait l'année dernière. Donc, c'est fait cette année. Enfin, c'est fait pour 2021. L'enjeu est facile à comprendre, hein, c'est la gestion des prestations d'assurance chômage en 2021 pour ces deux populations, donc les intermittents et les expatriés. Et notamment en intégrant en 2021 le volet recouvrement de l'assurance chômage pour ces deux populations. Donc, lié à ça, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire le décommissionnement courant 2021 de l'AEM, c'est-à-dire l'attestation d'emploi mensuel, mais qui sans substitution de la BUX Pôle emploi. Bon. Donc, petit à petit, on va arriver à tout dématérialiser et à simplifier peut-être tout ce déclaratif. Autre sujet, c'est l'allocation journalière pour les proches aidants, l'ASHPA, comme on dit. Donc,
donc pour déclarer les données relatives à l'ASHPA, prévu c'était l'article 45 du plan du PLFS. Donc, il y a une création de rubrique, nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée, afin de permettre la déclaration pour le motif de suspension, notamment congé proche aidant. Autre sujet, l'impact sur la retraite supplémentaire. Donc ça, c'est issu de l'ordonnance, je ne vous donne pas le numéro, mais une ordonnance qui est de juillet 2019. L'enjeu, c'était de fournir à l'ACOS et à la MSA, via toujours ce véhicule DSN, les éléments intégrés par l'employeur lui permettant de déclarer annuellement pour les salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires d'un régime de retraite dite chapeau. Voilà. Donc, il y a la création d'un nouveau bloc dans le véhicule technique, droits supplémentaires acquis au titre des régimes de retraite supplémentaires à prestation définie. Donc voilà. Donc, encore une chose qui passe par la DSN maintenant. Sur la partie DSN fonction publique, bon, il y a il y a plusieurs points. Notamment, il y a une évolution permettant la correction d'une déclaration d'affiliation à tort à l'IRCANTEC. Voilà. Et il y a des évolutions permettant l'intégration des besoins métiers complémentaires à la, alors c'est toujours des sigles un peu compliqués, à la CNRACL et à la RAFPT. Donc, voilà. Alors, par contre, bon, c'était déjà pas mal tout ça. Il y a quand même des points qui ont été décalés, qui étaient un peu en attente. On a parlé tout à l'heure des mi-temps thérapeutiques, mais quand même tout ce qui est gestion des arrêts en mi-temps thérapeutique, là, qui pour l'instant reste hors des scènes, donc qui sera reporté sur l'année prochaine, 2022. Il y a également l'extension de l'usage à l'ESN pour les associations gérants pour le compte des particuliers employeurs. Ça, évidemment, c'est également décalé en 2022. Il y a tous les impacts dans la DSN des évolutions nouvelles sur les modifications d'activité partielle, l'effet Covid. Bon, ça, on n'y voit pas clair, donc ça a été décalé dans 2022. Et il y a tout ce qui est l'impact sur les caisses des congés payés suite au report du CIBTP, enfin dans le BTP. Et du coup, bon, ça, c'est également décalé à l'année prochaine. Donc, ça fait quand même pas mal de chantiers. Voilà. J'allais dire, c'est un peu la vie des gestionnaires de paye. C'est la vie également des éditeurs de solutions de paye. Et c'est une activité, on va dire, récurrente, cette instabilité réglementaire. On la vit tous les jours, enfin, vous la vivez tous les jours, nous, on la vit tous les jours. D'autant plus que c'est pas tout à fait fini, parce que en dehors des choses qui sont décalées de 2021 que j'ai évoquées, il y a des choses qu'on voit poindre pour l'année prochaine. Déjà, vous savez, tout ce qui est les CRM, les comptes rendus métiers. Aujourd'hui, on en a une multitude. Et du coup, à force d'en avoir créé, je veux dire d'une manière différente, sans doute il va y avoir une refonte globale de ce CRM pour qu'il y ait une normalisation. Donc à terme, c'est pour la bonne cause, mais donc du coup, il va sans doute y avoir 2-3 impacts, notamment pour nous éditeurs, parce que ça veut dire que là, c'est les formats CRM qui vont sans doute être à revoir. Il y aura aussi une extension des données accédées par le salarié, donc ça c'est une vue du salarié, et encore plus de données à usage statistique, que ce soit pour les entreprises ou les fédérations. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'utiliser finalement toute l'information des scènes à d'autres buts que la déclaration. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on nous a déjà communiqué, nous éditeurs. Donc, ce qui veut dire, je l'ai un peu dit en introduction, c'est que globalement, la DSN, c'est une simplification. Oui, c'est une simplification du véhicule entre les entreprises et toutes les instances, l'État et les OPS. Ça, c'est certain. Mais, donc, on peut dire que la phase déclarative elle-même, elle est simplifiée. Une fois qu'on a
tuné le truc, qu'on a mis les tuyaux et qu'on fait la maintenance de la norme, de ces normes, ok, la déclaration, elle est fluide. C'est du machine to machine, ça se gère. Donc, on peut dire que la phase déclarative, elle est simplifiée. Mais n'empêche qu'il y a, comme dans le domaine de la paye, c'est la particularité de ce vaste domaine, c'est qu'il y a en permanence des évolutions et il faut faire face à ces évolutions. Alors, pour y faire face, souvent, c'est un binôme, c'est un binôme entre l'entreprise qui est souvent, c'est quasiment à chaque fois depuis quand même quelques années, son prestataire, son éditeur, pour, ensemble, étudier ces normes, vous apporter les propositions, et puis après prendre les mesures nécessaires. Donc voilà. Donc ouais, la DSN, c'est un flux continu, et ça continuera d'être un flux continu. Ce qui veut dire, d'une manière générale, c'est-à-dire que c'est assez macro ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, mais c'est un peu répétitif aussi, je sais, mais ça veut dire que globalement, pour faire face à ces DSN, c'est forcément un binôme entre entreprise et prestataire et éditeur. Parce que nous, éditeurs, on a un job à faire. C'est globalement analyser ces normes et voir l'impact sur nos produits. L'impact sur le calcul de la DSN, l'impact sur le portail DSN, l'impact sur les flux d'échange, ce genre de choses. Donc, tous les ans, effectivement, pour faire face à ça, que ce soit entre vous et moi, Talentia ou mes concurrents, grosso modo, on doit upgrader nos systèmes d'information. Donc, il y a un patch applicatif à chaque fois qu'on livre, qu'on installe, ce genre de choses. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que si c'était que ça, la vie serait belle. Forcément, la paye est devenue tellement compliquée que globalement, il y a une multitude de cas possibles. Il y a vos propres accords d'entreprise. En France, il y a 700 conventions collectives. Il y a je ne sais pas combien d'accords d'entreprise. Donc, quoi qu'il se passe, même si on installe un patch qui adapte le standard, il faut absolument être prudent et faire une analyse de votre réglementaire. Et on a besoin, effectivement, à chaque fois qu'on pose quelque chose, notamment de peser ces modifications imposées par l'État versus vos réglementaires et vos règles de paie, et notamment les interprétations que vous avez pu faire. Donc voilà, il y a un standard, mais il y a forcément une analyse d'impact. Et derrière, après, on découle forcément du paramétrage, puisque il y a forcément des fois des impacts, et du coup, il faut en tenir compte dans le paramétrage, et puis un peu du test. Donc, c'est vrai qu'on aurait rêvé, et qu'on en a sans doute rêvé un certain temps, en 2012, qu'on a vu apparaître les premières DSN, on aurait rêvé que tout ça soit super normé, super identique dans tous les cas, dans toutes les entreprises, qu'on n'ait plus qu'à poser des patchs informatiques sur un système d'information. Non, c'est pas ça. C'est un job récurrent de maintenance, d'un côté standard et d'un côté contextuel. Ce qui fait que, globalement, bon, là, après j'arrêterai là parce que le but n'est pas de parler de Talentia, mais d'une manière générale, c'est pour ça que dans le domaine de la paye, de plus en plus, on ne peut pas les entreprises ne veulent plus de boîte à outils et l'entreprise s'en débrouille. Il y a tout un accompagnement pour optimiser vos SIRH. C'est pour ça que maintenant, il y a des prestations de services qui vont de plus en plus loin pour vous accompagner, je dirais, au quotidien, sur ce que je viens de dire, sur des enjeux d'utilisation, sur des enjeux de maintenance, sur des enjeux d'analyse d'impact. Et pour simplifier tout ça, souvent, notamment sur les enjeux techniques, où de plus en plus, on met ça dans le cloud pour acheter un service de proximité, plus que appeler en urgence et consultant à la demande. Donc, il y a toute une axe d'optimisation qui fait que tout bon prestataire, éditeur, enfin je sais plus comment appeler ça, outsourceur, SaaSeur, enfin ce que vous voulez, enfin partenaire de paye, on doit au quotidien vous apporter de l'assistance, on doit vous garantir le maintien en condition opérationnelle de votre réglementaire de paye qui est comme une centrale nucléaire, c'est super instable, quoi qu'une centrale nucléaire ça peut être stable, enfin qui fait face aux évolutions fonctionnelles. Donc voilà, au quotidien, parce que on peut pas s'appuyer sur un paramétrage et qui durera 10 ans, c'est pas vrai.
Voilà. Là, je vais repasser la parole à Rabia, qui en 2-3 mots va présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas dans les personnes qui assistent, qui nous sommes. Effectivement, vous présentez rapidement qui est Talentia. Vous m'entendez? Oui. Alors, Talentia est un éditeur de solutions finance et RH. Elle a pour vocation de simplifier la complexité RH et finance des ETI. On a la chance d'avoir plus de 3600 clients en Europe qui nous accompagnent, que nous accompagnons dans tous les secteurs d'activité, avec 430 collaborateurs et 15% des revenus annuels qui sont donnés à la R&D pour pouvoir effectivement innover et vous accompagner et accompagner nos clients dans leur développement. La société a développé 65 millions de chiffres d'affaires en 2019. Donc, on est un groupe français avec une forte présence en RH et nos solutions sont assez complètes, intégrées. Et voilà, donc je vais laisser Thierry reprendre la main pour vous présenter notre solution RH, nos solutions RH. Je te laisse prendre la main, Thierry. Oui. Attends. D'accord. Voilà. Donc oui, on va arriver à stabiliser sur le bon slide. Rabia, laisse-moi, c'est moi qui appuie sur le bouton. Voilà. Donc oui, Talentia, comme l'a dit Rabia, nous sommes éditeurs de solutions finance, de solutions RH. Et dans la solution RH, effectivement, aujourd'hui, on a parlé j'allais dire d'un épiphénomène. Non, c'est un gros phénomène. On a parlé de la DSM. Très bien. Nous, on a une suite RH. Donc, dont le cœur, c'est effectivement la gestion administrative, les référentiels, le dossier salarié. Et autour de ça, on déploie un certain nombre de modules fonctionnels ou de processus. Donc, il y a des processus plutôt administratifs, comme la paye, la gestion administrative et la gestion des temps et activités. Quand je dis administratif, c'est pas péjoratif, c'est souvent un travail contraignant, parce que comme on l'a vu tout de suite, c'est un travail qui bouge tous les 4 matins. Donc, on est capable de vous accompagner aussi bien en termes de solutions applicatives, mais également de services métiers. D'accord. On n'est pas gestionnaire à votre place, mais on est capable justement de faire face à toutes les maintenances légales, réglementaires, dont la DSN, pour vous accompagner. Mais au-delà de ça, effectivement, il y a des parties plus, j'allais dire, qualitatives, je sais pas si on peut dire ça, mais plus RH, parce que avant de payer le collaborateur, il faut le recruter, donc faut aller le sourcer, faut aller trouver le bon candidat. Puis après, il faut quand même déployer l'employabilité de nos collaborateurs à travers des formations et développement. Donc, on a des modules et des processus de gestion de la formation, gestion des entretiens professionnels, collecte des besoins de formation, identification des formations en adéquation par rapport au niveau de compétence d'un collaborateur. On a bien sûr des processus liés au suivi des compétences, mais également au suivi de la performance, également des processus de rémunération. Alors, je ne parle pas de la paye, mais des processus de revue salariale, de revue des salaires, de la part variable des salaires, ce genre de choses. Donc, on a une suite RH complète. Et bien sûr, qui est transverse, c'est-à-dire qui sait parler, qu'on peut mettre entre les mains du collaborateur, du manager et de RH. C'est un système collaboratif. Voilà. On n'était pas là pour faire la pub de Talentia, donc on va être assez court. Oui, justement, pour nos clients qui sont présents sur le webinaire, sachez que nous allons organiser Brigitte Méjean, qui est d'ailleurs en train de répondre à certaines de vos questions sur le chat, et je l'en remercie. Donc, vous pouvez regarder le chat. Vous avez déjà des parties de réponses sur vos questions. Donc, pour nos clients, nous organisons 2 webinaires en octobre et un en novembre concernant quels sont les impacts de la DSN 2021 sur les solutions Talentia. Donc, n'hésitez pas, vous allez recevoir des invitations à vous inscrire et à suivre ces webinaires pour bien comprendre comment vous allez pouvoir gérer tout ça sur les solutions Talentia.
je laisse, on a pris un peu de retard, on est à plus de 30, pratiquement 40 minutes de notre webinaire. Je laisse continuer Brigitte à répondre à vos questions sur le chat. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va reprendre toutes vos questions et on va pouvoir vous répondre par mail plus précisément qu'à travers un chat où apparemment c'est assez haché en termes de questions-réponses. Donc, je vous envoie les réponses à toutes les questions qui seront posées sur ce chat. Certaines vous concerneront peut-être et d'autres pas. Veuillez m'en excuser par avance. On va vous quitter là-dessus. Je remercie Thierry de nous avoir donné toutes ces informations concernant les évolutions de la DSN 2021. Je remercie Brigitte d'avoir répondu à quelques questions sur le chat et nous reviendrons vers vous avec la présentation que nous vous enverrons et les réponses aux questions qui ont été posées. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à noter bien sûr le webinaire et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci.